chers amis, ici nous sommes en face du monument qui a été érigé à l'Ange Gardien. Nous sommes dans la paroisse d'Ange Gardien, à l'endroit de notre ancêtre Pierre Maheu, dit des hasards. C'est établi en 1657. Aucune construction n'a pu être conservée de cette époque. Cependant, et fort heureusement, un monument érigé sur le site de sa propriété est le rappel de ce passé cher à nos cœurs, descendant de Pierre Maheu, sieur dit des hasards. Qu'occupe présentement Éphrem Maheu, situé au rang de l'Assomption. C'est la demeure Éphrem Maheu est le troisième de la lignée. Nous approchons maintenant de la demeure familiale de Léandre, qu'il occupe avec son épouse Francine et leurs 4 enfants. Léandre fait la cueillette de l'eau d'érable avec un bœuf. Voyez cette bête. Observez sa lenteur et sa patience pour circuler dans les chemins. Malgré ses 40 cornes, il n'est pas dangereux. Il est très docile. Il passe partout. Il est très bien dressé. Il peut passer partout sans s'enliser. Léandre se prépare pour aller cueillir l'eau d'érable. Voyez, son seau est près de sa tonne et lui chausse ses raquettes, car la neige est très méchante ce matin. Le vocalier, là, lui, traversé dans la neige. Le père de Léandre, qui se prépare à aller seconder son fils. Mais nous ne voyons pas que des choses anciennes. Nous voyons que Léandre est quand même modernisé, parce qu'il voyage en skido pour aller faire ses sucres, vous savez.
vieille cabane à sucre que nous voyons ici ne remplit plus sa fonction primaire, mais demeure le témoin d'une époque qu'il ne faudrait pas oublier. Car le souvenir du passé est un trésor qu'il faut jalousement conserver pour notre patrimoine. À l'intérieur de la vieille cabane, nous apercevrons une potence qui servait autrefois pour suspendre le chaudron de fer pour faire le sucre du pays. Nous avons remarqué le crochet au bas de la potence par lequel c'est là que le chaudron était accroché et en dessous il y avait un feu de pierre. Oui, je dis bien un feu de pierre. C'était de cette façon que l'on faisait le sucre d'érable au début de l'exploitation des érablières. Et maintenant, nous apercevons un seau contenant des vieux chalumeaux. Ils ne sont pas utilisés présentement, ils sont dépassés, mais quand même, ils ont fait leur temps, comme on dit. Et la mèche entaillée, c'était la façon de travailler à cette époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison possible. Notre ami a fini sa tournée. J'espère que les érables ont bien coulé. Ici, nous avons notre responsable, le premier organisateur, là, un gars bien dynamique. C'est Bertrand. Tout le monde le reconnaît dans la Beauce. Connaissez-vous ça? Non. Pour lire, moi j'en ai quand même besoin. Oui, hein? Bonjour. Vous en avez un ou deux? On a un. Oh, je me suis amusé à dompter ça. On avait un roi qui disait qu'on l'avait, puis je m'apercevais que les jambes ils commençaient à affaiblir, et ça va y aider. Puis finalement, il a été obligé de vendre, il ne se levait plus. Bon. Et puis moi, j'avais commencé à le dompter, ce tuyau. Puis ça venait d'acheter un bon roi, puis là, il y a un bon roi pour un bon bœuf, il faudrait en vendre. Mais je ne vendrai pas le cheval, je pense pas que le bœuf va passer pas bien. Je me ramenais tantôt. Nous sommes à Sainte-Marie. Nous sommes dans l'érablière qui appartient à la famille de M. Noël Maheu. M. Noël Maheu
originaire, descendant, c'est-à-dire de la famille de Thomas Maheu, chez qui la même famille, nous avons commencé notre journée chez Léandre et c'était la même famille. Maintenant, pour en revenir à la ferme, à l'érablière de M. Maheu, maintenant, le M. Maheu, ce sont les fils de M. Maheu qui ont pris la relève et qui exploitent cette belle érablière de sémile en taille. Nous voyons présentement le fils de M. Maheu qui part pour faire la cueillette de l'eau d'érable avec son beau gros cheval, puis il a l'air tout fringant. Alors, pour avoir tout à l'heure eu une excursion avec le cheval, je suis sûr que l'eau d'érable va se rendre à la cabane. Alors, M. Maheu, tout à l'heure, partira avec son frère et puis il va nous rapporter de la belle eau d'érable. Vous êtes, vous êtes propriétaire ici de cette érablière-là? 25 ans ici. Ici, ça fait 25 ans. Mais j'ai commencé, que j'ai été établi, là, ça fait 46 ans de ça. Donc, vous êtes un sucrier d'expérience. Vous avez, comme on dit des fois, vous avez ça dans les veines. Quand vient le printemps, j'imagine que vous avez la fièvre des sucres. C'est ça. Et puis, un printemps ordinaire, là, je ne dis pas quelque chose une érablière aussi nombreuse, ça équivaut à une production de combien de barils de sirop habituellement? Une trentaine de corps. Trentaine? J'ai fait 40 corps, ordinairement, là. Ça peut être 30 corps, mais un bon printemps, ça va jusqu'à 40 corps. Et tout ça représente beaucoup d'ouvrages. J'imagine qu'il doit y avoir sûrement des soirées très longues à la cabane à sucre. Oui, les soirées sont très longues. Puis les nuits ne sont pas longues. Et puis, vous n'avez jamais calculé, j'imagine, le nombre de cordes de bois que ça prend pour... Ça pourrait se compter, les rangées, combien de cordes par rangée, mais je n'ai jamais calculé. Puis la saison des sucres de cette année, c'est commencé il y a quelques jours seulement, ouais, j'imagine? C'était au début de la semaine. Au début de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 28 de mars. Alors, ça veut dire que ça a commencé aux alentours du 22. C'est ça. Et puis, d'après vous, est-ce que vous prévoyez que le printemps va être une bonne année? Ah, mais que c'est fini, on va le savoir, mais là, je ne sais pas. Oh, vous avez des réponses sages, M. Maheu. Je vous remercie. Pour le moment, je vous reviendrai tout à l'heure. OK. Vous voyez l'ampleur du tas de bois qu'il y a près de la cabane. Et l'entrepôt aussi qui est rempli à craquer. Tout ce bois-là pour faire bouillir l'eau d'érable de cette sucrerie, de cette érablière aussi importante. Et je vous assure que à la cabane, c'est quelque chose de tout... faire chauffer cette eau-là. Franchement, c'est incroyable de voir la quantité de bois que ça peut prendre. Tenez, il nous arrive de la visite. Nous allons faire une partie de sucre cet après-midi. Je vous assure qu'on va bien s'amuser. J'ai des petits-enfants qui vont être bien heureux de manger de la bonne tire d'érable tout à l'heure. Même jusqu'à notre gros copain qui nous a suivis par en arrière. Regardez-le comme il s'en vient. Il ne veut pas nous laisser, il ne voulait rien manquer, le beau chien. Nos coureurs s'en reviennent, sont de retour. Et les érables coulent aujourd'hui, alors ils ont une grosse journée en perspective. Nous les voyons tous actifs. Ils sont deux pour cueillir l'eau d'érable
Et vous voyez comme le cheval est très docile. Il avance tout seul, hein? Ils n'ont pas besoin même de lui dire d'avancer. On dirait qu'il comprend au signe. Tranquillement, il s'approche de la cabane à sucre. Mais aujourd'hui, la neige semble très fatigante. Les raquettes, nos hommes ont de la misère avec leurs raquettes. De quelle façon les gens déversent l'eau, déversent, je dis bien, l'eau de la tonne dans le réservoir qui est situé à l'intérieur de la cabane à sucre. C'est beaucoup plus moderne que ce qui se passait il y a quelques années. Vous en serez d'accord avec moi. Aujourd'hui, il faut bien se moderniser. Nous voici maintenant revenus à Saint-Joseph. Nous sommes dans l'érablière de Bertrand Maheu. Cette érablière, c'est lui qui l'a mise au monde, si l'on peut dire. Il nous dit avoir commencé très tôt à faire les sucres. Nous voyons ici sa première cabane à sucre, mais avant ça, il avait déjà du travail de fait. Peux-tu nous dire, Bertrand, de quelle façon tu as commencé tes premiers printemps de sucrier? J'ai commencé, j'avais 10 ans, et puis j'employais 32 chaudières à ce moment-là. J'avais une petite muraille de roche dehors, puis j'avais une panne, et puis je chauffais ça. J'avais 32 chaudières pour ne pas mettre plus. À l'âge de 16 ans, j'ai bâti cette petite cabane-là, qui a 15 pieds par 20 pieds de long. À ce moment-là, j'étais rendu à 225. Après ça, j'ai regrandi. Aujourd'hui, j'ai grossi probablement. J'en mets aujourd'hui 12 sons d'érable. J'en ai planté à pépine, j'en ai planté à la main. J'aimais ça, j'aime encore ça, j'ai toujours aimé ça beaucoup. C'est pour ça que ça est venu à faire une petite curie. Tu aimes tellement ça que tu en manges? Souvent. J'ai fait de la plantation, j'ai éclairci, j'ai fait de bêcher là-dedans. J'ai passé une cabane neuve, là j'ai installé des tubes depuis 8 ans. C'est bien le fun, le printemps, c'est ma vie. C'est bien le fun. Et puis ici, je constate quand même que on entend l'eau couler, on est entouré de cours d'eau, même en bas. Tout à l'heure, nous voyons la rivière, la petite rivière Pouliot, oui, qui coule
auprès de la cabane à sucre. Alors, c'est vraiment enchanteur. Franchement, c'est quand même, ça demande beaucoup de courage et de détermination pour monter une chose comme ça. Je trouve. Ça. Avec des côtes, il y a là des grosses côtes qu'on cultivait, on faisait du foin. Puis il a bourré ça avec des bœufs, avec des foins avec le tracteur. À un moment donné, il dit arrête ça. Puis il dit je plante ça en érable. Aujourd'hui, j'en ai planté à pépine, puis à la main. Puis aujourd'hui, je commence à en nettoyer de ceux-là. Les premiers que j'ai plantés à la main, c'était en 48, j'avais 16 ans. Et aujourd'hui, ils les entaillent. S'il y en a eu planté un 1000 cette année-là, ben coudonc, on aurait une grosse herbière aujourd'hui. Mais ça fait 45e printemps qu'elle fait ce printemps. Puis j'aime ça. À ce rythme-là, tu es en train de me dire ton âge, mon cher ami. Nous approchons maintenant de la cabane à sucre que Bertrand a construite il y a déjà 8 ans. Là, nous avons vraiment toutes les commodités, toute l'installation est moderne. Nous voyons ici, nous avons une vue de la tubulure par laquelle l'eau se dirige directement à la cabane à sucre. Et vraiment, là, nous avons eu un exposé de tout le changement qui s'est déroulé, je dis bien, depuis les années 1850 à peu près, avec à l'époque où nous avions les bœufs pour aller dans les bois. Et maintenant, nous en sommes au tube et toute la façon moderne de travailler. Beaucoup d'améliorations et de changements. Mais sous nos colons, nos cultivateurs ont su quand même tirer toujours avantage de ces situations. Ici, nous apercevons la cabane des Pampes. Là, nous avons l'électricité et c'est par ce moyen moderne que l'eau se dirige dans la cabane à sucre. La votre femme avait l'air assez très sociale. Ici, nous apercevons la cabane, la nouvelle construction, qui est tout à fait moderne. Et nous voyons à l'avant de la cabane à sucre, je dis bien, les raquettes. Donc, il faut même, avec la tubulure, il faut quand même aller faire son tour dans le bois parce que il y a des choses à aller vérifier par moment. Il y a des fuites dans les tuyaux parfois, alors il faut quand même avoir des raquettes quand même. Il ne faut pas se leurrer et dire que la tubulure, ça évite au sucrier de se promener dans sa forêt. C'est vraiment très beau. Nous sommes vraiment rendus à la moderne aujourd'hui. Les autos rendus à la porte de la cabane à sucre, ça ne se passait pas comme ça il y a 50 ans.
la première penne dans laquelle il a fait le sirop avec ses 32 érables. Je vous assure que c'est pas tout à fait la même taille que celle qu'il y a à l'intérieur. Peux-tu me dire, Bertrand, quand tu ramassais ton eau d'érable, comment est-ce que ça prenait de temps pour faire bouillir une bonne journée, là, pour faire bouillir ton eau avec ta grosse bouilleuse? Une bonne journée avec cette petite panne-là, je faisais à peu près une pinte de sirop. J'avais 18 pouces partout au pied. C'est la panne de mon grand-père, elle doit avoir à peu près 80 ans. Puis elle toffe encore. Là, aujourd'hui, je me refroidir ma tire dedans, mais il n'y a pas de taille là. Ça prenait une journée? Une journée pour faire une pinte de sirop. Avec 32 érables, je faisais à peu près 5-6 chiots. Puis je faisais une pinte de sirop avec ça. Ça nous donne une idée. Ça nous donne une petite idée. 32 érables, 5-6 chaudières d'eau, une pinte de sirop, et puis il faudrait faire chauffer ça une journée de temps. Ouais. Bon, ça l'éclaire, ça nous renseigne un peu sur la qualité le degré de sucre qu'il y avait dans l'eau d'érable à ce moment-là. Ça allait pas vite, mais ça allait sûrement. À la fin de la journée, on brûlait un cordon de bois. Et ça coulait pas fort, pas gros à la fois, mais ça s'en allait comme ça. Ça faisait un petit peu de sirop à la fin de la journée. Merci Bertrand, c'est une belle fun d'entendre ces informations. Ça nous fait sourire quand on retourne en arrière comme ça, mais vraiment, là, c'est agréable d'entendre ces informations. Merci. Quelques semaines se sont écoulées depuis la saison des sucres. Nous nous retrouvons à la fin du mois de mai pour revivre ce que nous appelions le mois de Marie. Au début de la fondation de nos paroisses, il était une coutume qu'à chaque soir du mois de mai, ça était une tradition d'aller réciter le chapelet à la croix du chemin. Et dans chaque rang, il s'y en trouvait au moins 2 ou 3. Aujourd'hui, nous revivrons cette époque de foi et de confiance presque oubliée en se rendant à la ferme de Normand-Maheu pour la récitation du chapelet à la croix du chemin, c'est-à-dire le mois de Marie. À ce soir, on va dire le chapelet pour demander les biens de la terre. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le premier mystère, c'est le mystère joyeux. Demandons l'humilité. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est l'air naturel un peu? Oui, c'est vrai. Mais non, mais... Parce qu'il va descendre dans le boulis. Faut pas qu'il aille dans les boulis. Oui. Nous sommes à l'école numéro 8, à l'école de Durand de l'Assomption. Nous la voyons telle qu'elle était dans les années encore, dans les années 35-40. Et nous avons une vue de l'ensemble des élèves qui fréquentaient l'école, ainsi que de leurs professeurs. Madame Jugaille. Alors, tous les amis, nous sommes à l'heure de la récréation. Sébastien, va jouer avec les garçons, toi? Madeleine, regarde un garçon aussi. Sébastien, va avec les garçons là-bas. Vendredi, samedi. Faites une place pour les amis. Faites une place pour les amis dans votre ronde. Elle aussi, elle veut jouer avec vous autres. Aimez-vous mieux vos ballons?
Nous sommes au temps des foins. Comme vous voyez, notre ami commence par ses foins toujours en fauchant autour de la maison pour faire sa place pour circuler plus librement. Et c'est avec la petite faux que nous le voyons commencer sa journée. Il a de l'expérience, notre ami. Il a déjà fauché. Nous en sommes convaincus. Les jeunes l'ont écrasé. Ça va un peu moins vite c'est moins rapide que la conditionneuse. Mais il faut que ça se fasse quand même. Ça coûte un petit peu moins cher. Pour faire les foins. Je vous assure, nous sommes vraiment retournés aux alentours de 1900. Tout le monde y est. Le grand-père pour tenir le cheval, parce que le sauver, hein? Et la mère qui vient faire avec le petit râteau.
Le plus jeune pour faire le foulage dans la voiture tout à l'heure, hein, parce qu'il va falloir que ce soit bien foulé. Il faut rentrer au petit râteau, vous comprenez. Hein? Nous sommes aux alentours de 1900. Alors, nous sommes avec les instruments du temps. Ce sont des souvenirs pour les plus âgés et pour les plus jeunes, ce sont des révélations. De croire que c'était comme ça que ça se faisait. Je suis sûre que les personnes âgées vont dire que la scène est vraiment bien reconstituée. Dans le temps, il y avait
vous le mettez dans la boîte. Grand-mère fait son savon. Dans les premiers temps, les poignons colons étaient obligés de se débrouiller. Il fallait faire le savon pour laver le linge. Et la tradition s'est continuée. Malheureusement, pas toutes les femmes le font encore, mais quelques-unes se souviennent. Ce sont surtout nos grands-mères qui le savent. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont tout oublié, pour la plupart. Il a l'air pas mal avancé. Je pense que je vais mettre le sel. Il va être beau. Il va bien laver. Il se sépare bien. Il va être de première classe. Voyez l'épaisseur de son savon. Je vous assure qu'il est vraiment beau. Elle l'a bien réussi. Je ne peux pas trop en mettre. Bon. Tu la main de main, viens tenir la cadette. Là, tu la monteras, tu videras ça dedans. Prends ton linge. Elle va le mettre dans la laveuse après. C'est-tu ton fumé, là? Tu sais comment ça se rendait? Tu t'es sorti de l'allure, là? Ouais. Il prend la l'ouvrage. Ouais, c'est tout. C'est ma force. Je vous assure que nous n'avons pas les laveuses d'aujourd'hui. Ce n'est pas une laveuse automatique. Mais c'est avec ça que nos mères faisaient le lavage dans les premiers temps. Près du puits, avec la corde à linge installée à proximité. Tout se faisait sur place, mais avec beaucoup plus de travail que dans le temps que présentement. Qui peut se souvenir de ce modèle de laveuse? Très peu de personnes, j'en suis convaincue. Parce que vous savez que ça, là, c'est avant la petite laveuse à bras qu'on appelait. Et il fallait pratiquement être dehors pour laver parce que ça éclabousse pas mal. Je vous assure que nos beaux tapis d'aujourd'hui, puis nos prélats, ils se feraient mouiller. Le linge, hein? Vous trouvez pas que ça ressemble à nos essoreuses automatiques?
Nos maires ont dû déployer beaucoup de force et d'énergie pour faire toute la besogne qui leur était attribuée au début. Sécheuse automatique. Voyez-vous ça? Malgré que ces personnes travaillaient avec beaucoup moins de facilité qu'aujourd'hui, l'ouvrage était fait quand même et nos vêtements étaient propres. Il ne faut pas l'oublier. Ici, nous sommes chez Benoît Maheu. Nous voyons sa demeure. Elle est construite sur le terrain qui appartient au Maheu depuis 1812. Charles Maheu en avait fait l'acquisition à ce moment-là. Et depuis, plusieurs générations se sont succédées sur cette même ferme. Présentement, il s'agit de Benoît qui habite cette maison avec sa famille, avec sa jeune famille. Et auparavant, c'était Bertrand qui demeurait ici. Nous voyons les bâtiments. Et la maison rénovée. Nous voyons ici Lynn, Benoît et leur fils Jérôme à la porte de leur demeure. Le jeune Jérôme n'a que 2 mois. La relève chez Bertrand est assurée. Sur la ferme de Louis et Edmond Maheu, nous apercevons les bâtiments, la demeure de M. Maheu, ainsi que la vieille maison sur la côte, qui est une très vieille maison, qui jusqu'à il y a quelques années, était occupée par M. Maheu et leur famille. Nous poursuivons et voyons et apercevons la maison de Jacques. Notre ferme de Maheu dans le rang de l'Assomption. La plupart sont des fermes occupées par les Maheu se trouvent dans le rang de l'Assomption. Ici, nous sommes à la ferme de Gaston Maheu, toujours dans le rang de l'Assomption. Nous avons une vue d'ensemble de sa propriété. Et comme vous avez pu vous apercevoir, nous sommes à l'année des fêtes du 250.
Nous apercevons Jean-Paul et son épouse Claudette à la porte de leur demeure et aussi nous verrons par la suite, nous aurons une vue d'ensemble de leur propriété. Nous sommes toujours dans le rang de l'Assomption.